L'origine de ce jeu, vous la connaissez ou pas? 1000 bornes, en fait, ça vient des bornes kilométriques qui jalonnaient l'ancienne Nationale 7. Elle faisait environ 1000 km, d'où le nom. Cette Nationale 7 où les gens étaient heureux et qui continue d'être fêtée. Regardez. C'est une route dont la simple évocation renvoie 60 ans en arrière. De l'asphalte au parfum d'été, qui convoque, même chez ceux qui n'étaient pas nés, tout un tas de souvenirs. La Nationale 7, ce qui est particulier, c'est qu'on a l'impression de tous y avoir participé à son histoire. Il y a une espèce de mémoire collective dans tout ce qui est voyage, vacances, soleil, mer, pique-nique, bord de route, le jeu des 1000 bornes, tout ça. Tout le monde a l'impression d'avoir un petit peu de Nationale 7 en lui. Héritière de la route royale numéro 7, créée en 1824 sur le tracé d'anciennes routes romaines, la Nationale 7 relie Paris à Menton en 996 km. Près de 1000 bornes donc, d'une escalade de saveurs, de senteurs et de paysages qui raconte une époque, la France des 30 Glorieuses. Parcourue dès les années 50 par des millions de Français, la première route des vacances, pavée d'embûches et d'embouteillages monstrueux, a bouleversé l'économie des territoires qu'elle traverse. Aujourd'hui, sur son sillage, se dessine sa grandeur, son déclin et sa légende. Le long du Rhône, sur une partie emblématique du tracé de la Nationale 7, on peut encore croiser des automobilistes venus revivre la route dans le chaos de leur voiture ancienne. Là, on roule dans une Peugeot 403 de 1959. Pas de climatisation, pas de direction assistée, très peu de boîte auto. Une voiture typique, je dirais, de la Nationale 7 des années 50-60. On comptait presque 2 jours pour descendre dans le sud. En partant tôt le matin de la région parisienne, le but, c'était de dépasser Lyon le soir. Ça, c'était vraiment une victoire. Et d'arriver ensuite le lendemain, en début d'après-midi, sur la Côte d'Azur. On chantait beaucoup, on jouait beaucoup les enfants, mais bon, il n'y avait qu'une hâte, c'était quand même d'arriver au bout du voyage. La Nationale 7, c'est 2000 ans d'histoire et 30 ans de légende. C'est une période qui fait rêver aujourd'hui, avec le plein emploi, la croissance. Il y a une espèce de mythe dans le côté « c'était mieux avant » que Charles Trenet a gravé dans le marbre par sa chanson en 1955. Nationale 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Les congés payés sont apparus en 1936, puis les gens n'avaient pas du tout les moyens d'acheter des voitures à cette époque-là, donc ils sont partis à vélo ou par le train. Et c'est quand le niveau de vie a commencé à augmenter après la guerre qu'ils vont commencer à pouvoir acheter des voitures, à commencer par la 4 chevaux, la 2 chevaux Citroën, les tractions. Pour tous les enfants, tous leurs souvenirs dans tous les petits villages au bord de la Nationale 7, l'été, c'est le salon de l'auto. Ce qui est impressionnant, c'est que la 4 chevaux, par exemple, qui est une toute petite voiture, on arrive à mettre 5-6 personnes dedans pour prendre la route, avec une galerie pour les bagages et tout. C'est la première fois que les gens vont pouvoir aller où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, quoi. Le tracé de la Nationale 7 a modelé près de 150 villes et villages. Pendant les 30 Glorieuses, en période estivale, ils sont traversés par plus de 25 000 voitures chaque jour. Pour les mairies et les commerçants, tout est bon pour attirer leur attention. À Pont de l'Isère, c'est une étrange statue de femme qui est construite pour charmer les conducteurs. Ici, c'est un endroit très symbolique parce que c'est ici que la Nationale 7 traverse le 45e parallèle. C'est le milieu entre le pôle Nord et l'équateur. C'est-à-dire que dès qu'on passe le monument, c'est le début officiel du Midi. Et côté Nord, elle est plus habillée.
Côté sud, elle est moins chaste, elle est au soleil. Elle se découvre beaucoup plus. Et ça correspond à l'état d'esprit d'époque, c'est-à-dire qu'on va voir fleurir comme ça tout le long de la Nationale 7 des monuments, des chapelles, des centres d'intérêt pour forcer les gens à s'arrêter, parce qu'à partir du moment où ils s'arrêtent, ils vont boire un coup, ils vont faire le plein et donc ils vont faire fonctionner le commerce. Dans les années 50, alors que les voitures ont environ 200 km d'autonomie, les pannes sont fréquentes et les arrêts indispensables. Les stations essence, héritières des maréchaux ferrants qui jalonnaient la route des postes, sont les mères nourricières de la route mythique. À Étoile-sur-Rhône, dans la Drôme, la silhouette rassurante de l'une d'elles accueille les automobilistes depuis 1955. Bonjour monsieur. Ça va ? Le plein. Ok. Ah, c'est une époque. Ouais. La station commençait à s'éveiller à 6h30, 7h du matin. L'essentiel, c'était de servir de l'essence. Mais il y avait une notion de station-service. Les gens s'arrêtaient beaucoup parce que les voitures chauffaient aussi. Il fallait souvent regarder la pression des pneus. Les gens roulaient vraiment très vite. Nous, là, on était en campagne et c'était souvent du 100 à l'heure, 120 des fois. Donc, le premier poste de secours, je dirais, c'était nous. Il y a des gens qui sont des fois revenus, 20 ans après, qui nous ont dit « vous nous avez dépanné », tout ça. Voilà. À l'époque du tout bagnole, on peut apercevoir les flèches emblématiques des stations-service tous les 2 à 3 km. Elles sont prises d'assaut par des voyageurs toujours plus nombreux grâce à l'allongement des congés payés dans les années 60. La folie, c'était le mois de juillet-août où là, il y avait vraiment beaucoup de monde. Tout le monde aidait. Alors, ma mère servait principalement l'essence. Mon père faisait les vidanges, l'entretien mécanique au cas où. Et nous, derrière, on essayait d'épauler mes parents. Donc, à partir de 8-10 ans, on servait l'essence. Bon, des fois, c'était un peu dur parce que c'était long, hein, mais on aimait ça, voilà. On avait une bonne clientèle anglaise qui nous donnait les traînes et puis des bonbons anglais. Et on aimait encore plus, là. La station d'Étoile est l'une des dernières stations d'époque encore en activité. Lors de la rénovation du bâtiment, des reliques de l'histoire enchevêtrée de cette famille et de la Nationale 7 ont été exhumées. Ça, c'est la première version. Deuxième version, c'est ce que je porte. Donc, c'est celle-là. C'est une tenue dans les années 60, 55-60. Ouais, avec la casquette, sacoche, donc tout ça c'est d'origine. Ça vient des États-Unis, tout ça, cette mode un peu. Ça vient des GI en fait. Mes parents ont un bon esprit de conservation. Tout ce qu'ils pouvaient garder, ils l'ont gardé. Et petit à petit, en retrouvant des vêtements, j'ai retrouvé des odeurs, des sensations. Ça m'a vraiment fait plaisir de ressortir ça. Ouais. J'ai l'impression de chercher un trésor. Ah oui, ça, oui, chercher un trésor. Pour les baby-boomers, les 1000 km de la Nationale 7 ne sont pas seulement synonymes d'arrêts intempestifs. La route des vacances est aussi celle des arrêts plaisir pour goûter aux saveurs de la France. À Vienne, dans l'Isère, le restaurant La Pyramide est une institution. Bien de manger, vous préparez, ça va pas tarder, 2 homards, 2 dormeurs à la carte. Ouvert il y a 200 ans, l'établissement, situé sur une avenue transversale de l'AN7, connaît un succès grandissant à mesure que le trafic entre la capitale et le Midi s'intensifie. Les anciens disaient toujours qu'il doit y avoir 3 critères pour acheter une maison. En premier, l'emplacement, en deuxième, l'emplacement, en troisième, l'emplacement. Et cette maison est à 500 km de Paris et lorsqu'on repart d'ici, est à 500 km de Nice. Je pense que cette maison n'aurait peut-être pas continué s'il n'y avait pas eu cet axe Paris-Côte d'Azur. C'est quand même une colonne vertébrale, une espèce de code ADN français du tourisme. L'établissement, qui n'a connu que 4 propriétaires, vit son âge d'or lorsque le chef Fernand Point et sa femme Mado, les premiers à recevoir 3 étoiles au guide Michelin, apprennent à tirer profit d'un flux de passagers, parfois très aisé. Madame Point était une grande communicante et elle avait dit au chauffeur de mettre en disant si vous vous arrêtez là avec vos patrons, je vous paye le déjeuner ou le dîner dans la cuisine et vous mangez comme vos patrons. Et donc chaque fois que les gens un peu riches passaient là, ils disaient mais où est-ce qu'on va s'arrêter, Georges? Nous allons nous arrêter chez Point, madame, parce que vous verrez, on y mange bien. La pause repas, si chère aux Français, stimule le commerce de bouche. Les spécialités régionales garnissent les paniers à pique-nique
Et les restaurants de tout standing, du routier à l'étoilé, fleurissent le long de la route. Il y avait des petits bistrots. En face de chez nous, il y avait un restaurant qui s'appelait La Roue, où par exemple Fernandel et Bourvil ne s'arrêtaient jamais chez Point et ils venaient en face. Et pour embêter Fernand Point, ils disaient « Faites dire à Monsieur Point que Bourvil et Fernandel déjeunent en face ». Vous voyez, donc il y avait des petites piques comme ça, un peu rigolotes. Moi, j'ai des beaux souvenirs de gastronomie parce que c'était un sentiment de visiter la France intérieure. Et ce sentiment de faire étape, de voir quelque chose, découvrir des gens, des produits aussi. On emmenait les produits dans les voitures, hein, beaucoup. Dans les années 70, le tracé des autoroutes du Sud éloigne les véhicules des villages traversés par la N7. Quand le chef Henri Roux reprend la pyramide en 1989, il doit repartir de zéro et conquérir ses 2 étoiles en composant avec l'héritage d'une maison qui a formé de grands chefs, comme Bocuse, Chapelle ou encore Trois Gros. Moi, j'ai déjà 34 ans d'existence dans cette maison et il m'est déjà arrivé 2 générations qui disent « Bon, ben voilà, j'étais venu tout petit avec mes grands-parents quand on est descendu dans le Midi. Et, j'aimerais bien un jour remanger la poularde de Bresse en vessie aux truffes, un turbo au champagne, la marjolaine de Fernand Point. » Donc tous ces plats-là mythiques ne sont pas forcément à notre carte à l'instant T, mais à la demande, on le fait pour les clients, pour raviver un souvenir. Si vous voulez, c'est un espèce de fil invisible où on tisse des liens humains. En réalité, on a voulu faire continuer la belle histoire de cette maison, c'est tout. Alors qu'elle n'est plus un axe majeur depuis 50 ans, le souvenir de la route des vacances reste tenace chez ceux qui idéalisent les 30 Glorieuses. À La Palisse, territoire rural de l'Allier, la Nationale 7 a un temps dopé le commerce, donné naissance à un camping et développé le tourisme autour du château. Mais la route mythique n'a pas apporté que du bonheur. Bon, ça n'importe quoi quand même. On a encore une guignole. Allez. La Palisse a la particularité d'avoir le seul angle droit sur la Nationale 7 entre Paris et Menton. Et cet angle droit, il est au pied du château. Alors c'est un lieu assez restreint, assez petit. Et du coup, les camions et autres avaient du mal à passer cette petite placette. Jusqu'au moment de la déviation, on a toujours eu beaucoup d'embouteillages. Les visiteurs disparaissent avec l'avènement de l'autoroute. Mais La Palisse reste traversée par près de 3000 poids lourds chaque jour, jusqu'à ce qu'une déviation de la N7 hors de la ville soit enfin annoncée en 2006. On savait quand même qu'on allait mettre fin à plus de 2000 ans d'histoire. Donc il y a eu une vraie volonté de créer une fête pour honorer la Nationale 7 qui avait tant donné la prospérité à la ville. Pourquoi pas un dernier embouteillage sur la Nationale 7 comme dans les années d'âge d'or. C'est-à-dire garder que le bon côté de la Nationale 7, pas les nuisances des dernières années. Et donc le succès a été au rendez-vous puisqu'il y a eu déjà plus de 200 véhicules qui sont venus jouer le jeu, fêter cette déviation à La Palisse et on a eu un joli embouteillage de 200 véhicules, des passionnés qui venaient déjà de Paris, de la Belgique. Alors pour nous, petite commune du cœur de la France, c'était déjà exceptionnel d'arriver à attirer des gens d'aussi loin. La Nationale 7 entame sa mue. Elle était démodée, elle devient culte. Tous les 2 ans, ces embouteillages qui rappellent ceux des films de Godard ou Tati attirent désormais 1000 véhicules de collection et près de 30 000 visiteurs avides de klaxons et de pots d'échappement d'un autre temps. Alors au départ, il y avait un vrai amour de ces véhicules, les belles courbes, ces belles couleurs, ça attirait beaucoup. Et puis au fil du temps, il y a eu l'amour du vintage, des 60s. La Nationale 7, on veut la faire vivre et on voudrait vraiment arriver à ce qu'elle, pourquoi pas, qu'elle finisse par être inscrite comme un monument historique.